Bonsoir. On voulait ce soir vous parler échanger avec Catherine, en fait, qui vient de travailler pendant quelques mois sur un ouvrage qui s'appelle Fashion, euh, dont l'objectif finalement est de faire redécouvrir ou de faire découvrir à ceux qui ne le sauraient pas quels sont les différents visages de la mode. Alors les aspects positifs, on les connaît tous. Donc ceux-là, on les met quelque part de côté pour s'intéresser davantage finalement à l'aspect environnemental, l'aspect social. Et donc cet ouvrage a l'avantage de décrypter de manière assez ludique, avec des illustrations, des chiffres un peu marquants, qui nous permettent de resituer la mode, de lui donner une importance peut-être un petit peu différente, et puis peut-être d'améliorer la manière dont on l'utilise, dont on la consomme, et d'alerter évidemment les entreprises et les pouvoirs publics sur ce sujet-là. Alors Catherine, vous qui avez travaillé quelques Bonjour. mois sur ce livre, en fait Catherine, on vous dit éco-journaliste, on vous dit militante, on vous dit activiste. Ça peut faire peur. Alors en vrai, qui êtes-vous, Catherine? C'est la question piège. Je suis certainement activiste, sûrement journaliste, et maintenant, grâce à ce livre, autrice Alors moi, je préfère auteur. Hein. J'aime pas autrice du tout. Ça commence bien. Dire autrice. Non, mais tout le monde dit autrice, je te rassure. Mais ce livre, en fait, tu l'as très bien présenté. Ce que moi je voudrais rajouter, que c'est pas un livre sur la mode, même s'il s'appelle Fashion. C'est plus un livre sur l'industrie textile, ses tenants, ses aboutissants, ses impacts sociétaux, environnementaux, bien sûr. Mais ce n'est pas que ça non plus. À la fin, il y a quand même quelques pistes pour le consommateur dans ce dédale et ces méandres de questionnement qu'on peut se poser quand on se pose des questions sur nos vêtements. Il aurait pu s'appeler vêtements aussi, par exemple, ou fringues, ou je ne sais pas. Objet. Objet. Alors, on va parler d'impact. Alors, on va préciser le mot impact parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'utilise beaucoup. On le retrouve souvent sur nos parcours. On va parler d'externalité, peut-être. Impact environnemental, impact social. Finalement, qu'est-ce qui nous préoccupe le plus? Alors, dans le mot impact a deux sens. Il peut avoir un sens négatif. Quand on parle d'impact, d'externalité négative, c'est-à-dire tous les problèmes qu'on rencontre dans une industrie, dans une société, évidemment tout ce qui touche au social, ça c'est moi ce qui me parle le plus, l'environnement et le social, c'est hyper lié, surtout dans la situation catastrophique dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Partout dans le monde avec ces dégradations de société, ces dégradations de nature, la perte de la biodiversité, les rapports du GIEC qui sont de pire en pire, et puis le déni finalement dans lequel on est, nous, face à toutes ces problématiques, même si on en est conscient aujourd'hui. On est quand même dans le déni. Par exemple, est-ce que vous savez qu'en général, vous ne portez que 30% de votre vestiaire? Est-ce que c'est un chiffre dont vous êtes conscient quand vous ouvrez votre armoire? Oui. Donc, ça paraît quand même absurde. Pourquoi tous ces vêtements si on n'en porte que 30%? Est-ce que tu as une réponse, Valérie? J'imagine qu'on en achète un peu trop. Alors l'idée, c'est que, en fait, quand même, on va parler de progrès. Ouais. Parce que dans le vêtement, il y a de la recherche, il y a de l'innovation. On le voit aujourd'hui, on essaye de trouver des nouvelles pistes. Sauf que si on se repenche un peu et qu'on retourne un petit peu en arrière, dans les années après-guerre, 45, 50, le début des 30 glorieuses, on invente... Le prêt-à-porter. Et pas que, on invente des nouvelles matières qui sont plus pratiques, plus faciles d'utilisation, qui permettent des couleurs incroyables. C'est la fête, c'est les 30 glorieuses.
Et aujourd'hui, on se retrouve Alors, finalement... Valérie, on ne les invente pas à ce moment-là. On les propose au plus grand monde c'est vrai. et au marché de masse. Parce que ces matières et ces couleurs merveilleuses, chimiques et artificielles, elles datent de la fin du 19e siècle. Et même parfois de la fin du 18e siècle pour certaines. C'est évidemment les progrès dus aux besoins de l'armée, comme chaque fois qu'il y a des innovations. Ça commence toujours par l'armée, tout le monde le sait. Et ensuite, ça descend dans les populations. Le nylon, par exemple, c'était pour faire des toiles de parachute, remplacer la soie. Et à la fin de la guerre, on en a fait des bas. Donc voilà, c'est un des premiers exemples de vente de masse de vêtements, en fait, à partir de fibres artificielles. Alors aujourd'hui, ces fibres, elles représentent entre 65 et 70% de la production de vêtements. Au final, là pour le coup, on va déjà parler d'impact environnemental. C'est quoi le problème avec nos vêtements en pétrole ou en plastique? Le problème, c'est pas seulement le pétrole et le plastique, puisque bon, le polyester, c'est 65% des fibres naturelles, non pas naturelles, naturelles, chimiques, mais des fibres mondiales textiles, alors que il y a 30 ans, c'était le coton, la laine, le lin, la soie. Qu'est-ce qui a changé? Les coûts toujours plus bas de cette industrie, la facilité finalement de production de cette matière, qui est un coproduit du pétrole qui sert pour l'énergie sous toutes ses formes, et aussi le fait que finalement ça permet de proposer des vêtements toujours différents, toujours avec des couleurs incroyables, à des prix toujours plus bas, fabriqués dans des conditions épouvantables au bout du monde depuis 20 ans, 25 ans maintenant, avec les enseignes de fast fashion. Et finalement, ces produits, oui, ces matières, elles sont... D'abord, elles ne sont pas naturelles, mais quand je dis naturelles, elles sont pas biologiques pour nos peaux. Elles sont mauvaises pour nos peaux. Ces teintures, elles sont délétères. Elles sont les teintures chimiques, c'est bourré de chrome, de cadmium, de cyanure. Il y a 138 produits chimiques dans un vêtement parfois quand on va jusqu'au bout et qu'on pousse les études, les analyses. Alors justement, je fais une petite parenthèse. À la faveur des lois californiennes, puisqu'on sait qu'en Californie, on a des lois qui sont beaucoup plus exigeantes que celles qu'on peut avoir dans notre pays. Et on entend parler aujourd'hui de mise en danger de la vie humaine, avec des t-shirts, avec des vêtements, notamment des bodys qu'on fait pour des bébés, qui sont diffusés par des grandes marques de fast fashion et d'ultra fast fashion. Finalement, il y a un danger réel pour les êtres humains? Ouais, mais oui, avec des chercheurs avec qui je parle de temps en temps, avec qui je travaille, notamment certains chercheurs de l'université d'Oslo. Les études sont en cours d'analyse des vêtements. Et oui, il y a un danger, mais on le sait depuis longtemps. On le sait, mais c'est toujours remis un peu sous le tapis avec la poussière du salon. De temps en temps, sort un scandale, les perturbateurs endocriniens dans les années 90. On en a parlé longtemps, maintenant on en parle un peu moins. Il y a quand même tous ces risques de cancer, de cancer de la peau, de fibres plastiques dues à ces matériaux qui sont à base de plastique qu'on trouve dans les fœtus. C'est quand même... bon, ça va très loin. C'est pas de la plaisanterie. Et je crois que c'est le prochain scandale sanitaire. Oui. Alors, bon, il n'y a pas que des bonnes nouvelles dans la mode. Pendant la crise sanitaire, on a eu l'occasion, finalement, en se retrouvant un peu livrés à nous-mêmes, d'avoir des petites réflexions sur qui suis-je, où vais-je, finalement, pourquoi toutes ces cadences, cette accélération de pratique. Et puis, la crise étant terminée, enfin, a priori, on s'aperçoit que finalement, on a changé beaucoup nos pratiques dans la mode pendant ce confinement et que on est venu digitaliser beaucoup d'entreprises dans la mode qui ne l'étaient pas. Donc, en accélérant finalement le rythme des achats, qu'est-ce que ça a pour conséquence sur le volume global des échanges sur la mode et quel impact, encore une fois, environnemental?
C'est une question complexe. Depuis les 20 dernières années, on a acheté 60% de vêtements en plus à des prix qui baissaient jusqu'à 20% en moins. Donc plus de vêtements disponibles, plus d'injonctions des marques, plus de marketing, plus de publicité. Ça nous a amené à une boulimie en fait d'achat. Alors ça c'est pour une partie de la population. Bien sûr, tout le monde n'est pas dans ce cas-là, parce qu'il y a quand même des aspects positifs à cette crise, à cette prise de conscience. Il y a beaucoup de gens maintenant qui retournent dans les friperies, dans les boutiques de seconde main. Et ça, c'est une façon d'utiliser ce qui existe déjà finalement et de se créer des looks sympas et différents de ceux du voisin. Parce que quand on regarde la rue, la France était jusqu'à il y a une petite dizaine, vingtaine d'années, considérée comme l'un des pays les plus élégants. Alors une autre sorte d'élégance qu'en Italie, mais la parisienne a toujours eu ce petit côté. Ouais, à Paris, on s'habille pas comme ailleurs. Aujourd'hui, tout le monde s'habille pareil. Grosso modo, on a quand même des styles et des pièces de vêtements, ne serait-ce que par exemple porter des sneakers blanches. Je crois que tout le monde a une paire de sneakers blanches dans son placard. Alors pas tout le monde, non, je dis bien, mais beaucoup, enfin un gros pourcentage de la population, et surtout sur les jeunes qui ont redécouvert certaines marques de sport bien connus, nous, dans les années 70-80, quand on était ados. Donc la solution, elle est peut-être dans la créativité, Des réinventer solutions, finalement il y en a plus plein des solutions. les associations sans créer de la matière nécessairement. Mais justement, en parlant de fabrication, l'histoire de Fashion Revolution, c'est une association qui est née d'un drame. Oui. Et aujourd'hui... Alors, on vous parle de Fashion Revolution aujourd'hui parce que nous en faisons toutes les deux parties. C'est une association française, Fashion Revolution France, qui émane d'une association anglaise, d'une ONG anglaise, qui est née au lendemain de l'effondrement du Rana Plaza. Rana Plaza, 24 avril 2013. Et donc... il y a 9 ans aujourd'hui, c'est la 9e année de commémoration. Un immeuble de 7 étages s'effondre sur ses ouvriers et ses ouvrières plutôt, puisque 80% des ouvriers de l'industrie textile, en tout cas, sont des femmes. Ne pas oublier qu'elles sont vraiment au devant de la scène dans cette industrie, les femmes. Mais ici aussi, beaucoup de femmes qui travaillent dans la mode, beaucoup plus que d'hommes, et qui n'ont pas forcément les postes les plus hauts. On n'a jamais oublié cette différence aussi, cette inégalité entre les hommes et les femmes, qui est au cœur de nos recherches et de nos actions. Donc cet immeuble s'effondre, 1138 morts, 2500 blessés. On trouve dans les décombres des étiquettes de marques internationales et pas seulement des marques de fast fashion, des jolies marques patrimoniales françaises aussi. Et ça a été un électrochoc. Et donc, depuis cette date, tous les ans, nous, Fashion Revolution, on porte la Fashion Revolution Week, dans laquelle nous sommes entrés hier. Et on porte la voix des ouvriers qui n'en ont pas, des ouvriers qui sont soumis à des conditions de travail très difficiles dans les usines, plutôt évidemment dans les pays d'Asie, des conditions difficiles, de salaires insuffisants, des conditions de travail insupportables, des heures supplémentaires à tout va, des périodes sans travail aussi, puisque la mode c'est quand même fluctuant d'une saison à l'autre. Il y a des écarts, il y a des moments où on ne travaille pas dans la mode, même ces usines-là. Des gens qui sont au travail à l'âge de 12 ans, 13 ans. Alors, le travail des enfants est interdit normalement par l'Organisation mondiale de la santé et par l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Mais quand on va au travail à 12-13 ans, pour moi, à 12-13 ans, on est encore un enfant. On est un pré-ado, on est encore un enfant. Et il y a même des enfants qui travaillent beaucoup plus tôt dans les champs de coton, par exemple, en Ouzbékistan,
sans parler évidemment du travail forcé des esclaves ouïghours en Chine. Donc on est face, alors pour des vêtements qui sont finalement que des vêtements, mais les vêtements c'est important, c'est la façon dont on se montre au monde, qu'on se dise à la mode, aimer la mode ou se ficher complètement de la mode. De toute façon c'est une posture et c'est une stature. Donc aujourd'hui, alors ce livre il est un peu là pour parler de tous ces problèmes, mais il est aussi là pour parler de solutions, parce que des solutions, on en a. Il y en a, alors c'est des nouveaux business plans, des nouvelles façons de faire des affaires avec nos vêtements. On peut en parler après si tu veux. Je ne me souviens plus de ta question, Valérie. Ma question, c'était y a-t-il eu des progrès depuis l'effondrement du Rana Plaza? Je sais que la France a été la première à adopter cette loi sur le devoir de vigilance, alors qui n'est pas une carte joker surtout non plus, mais qui a le mérite d'exister. Et puis surtout, je crois que vous essayez de la porter à travers l'association au niveau européen, de façon à ce que y ait un vrai barrage qui se fasse et que les mentalités changent dans le monde entier en réalité. Oui, alors la loi sur le devoir de vigilance, elle a été promulguée en France et la France est leader sur ces sujets sociaux. Elle a été promulguée en 2017, elle a été portée par un député à l'Assemblée nationale. Il s'est battu pendant des années aux côtés soutenu par des associations telles que le collectif éthique sur l'étiquette et d'autres associations, hein, d'autres syndicats. Beaucoup de syndicats en fait s'intéressent au sujet. Évidemment, bien sûr, hein, puisqu'on parle de force ouvrière, alors pas le syndicat, mais de force de travailleurs dans le monde. Cette loi, elle va être discutée à la Commission européenne dans les mois qui arrivent pour être élargie à l'Europe, à l'Union européenne en fait. Alors nous, en tant qu'association Fashion Revolution est porteur d'un projet, d'un contre-projet, d'une contre-proposition, en tout cas d'une proposition qui va plus loin en 12 points, puisque l'aspect social a été oublié dans ces négociations. Nous, on a proposé 12 points supplémentaires, notamment et aussi sur la toxicité des vêtements. Ça va être donc discuté à partir de septembre, octobre, novembre. Et nous, on va lancer une grande pétition internationale avec 6 autres pays pour obtenir 1 million de signatures de la part des citoyens. Ça s'appelle une initiative citoyenne européenne. Vous êtes engagés, bien sûr, à suivre la campagne avec nous. Et vous en entendrez parler, ne vous inquiétez pas, on va faire... C'était sa page de pub. Ouais, non mais c'est pas de la pub, c'est du soutien. Pour qui s'intéresse un peu à la façon dont le monde va, et le monde ne va pas si bien. Hein. Donc voilà, on est là un peu pour consolider les à côté et apporter un peu d'espoir aussi pour faire bouger les choses, pour bouger les lignes. Et on a besoin de régulation. Alors, les lois, c'est une chose, il faut qu'elles soient bien discutées, bien menées et surtout justes. La justice, c'est important, la justice sociale. Donc pour ça, nous, on est là avec d'autres ONG comme Oxfam France qui travaille sur, enfin Oxfam France qui travaille sur la pauvreté. Max Havelaar France qui est un label de commerce équitable, Clean Clothes Campaign qui est une ONG internationale qui s'intéresse aux droits des travailleurs et qui les soutient dans les pays pour les aider à monter des syndicats pour se défendre contre les patrons des usines qui sont souvent dans certains pays, les patrons d'usines sont aussi ceux qui sont au gouvernement, donc c'est compliqué de les faire bouger au niveau des lois. C'est pas souvent facile, effectivement. Parce que dans ce livre... Mais là, on va... Je pense qu'on va trop loin. Il faut être un peu inspirant, non, dans ce genre de conférence. Justement, on va être inspirant. On va se poser une question à laquelle on va essayer de répondre tous ensemble. Parce qu'en fait, Catherine nous dit quand même dans cet ouvrage que la mode serait classée au 7e rang des économies. Au niveau de PIB d'un pays, oui, l'industrie de la mode mondiale serait classée au 7e rang mondial, c'est-à-dire 7e pays. Enfin, si on compare
les PIB des pays. Alors, Mais ça reste un peu flou je comme, ne vais pas, comme je vais chiffre. pas replacer les émissions de gaz à effet de serre générées par la mode, parce que là, on a l'impression qu'on radote un peu. Mais la question, c'est finalement, pourquoi est-ce que cette industrie si importante, qui est en fait ce qu'on appelle en sociologie un fait social total, puisqu'en réalité, on ne peut pas sortir nu, donc ça conditionne tous nos rapports entre nous, individus. La considération qu'on a les uns pour les autres, les femmes qui s'habillent en hommes pour affirmer un certain pouvoir. Enfin, on ne va pas refaire la sociologie de la mode, mais la question c'est pourquoi est-ce que finalement dans les débats écologiques, quand il y en a, pourquoi est-ce que dans toutes ces discussions politiques, écologiques, en réalité, personne ne parle jamais de la mode. La mode, au mieux, elle est considérée comme, en tout cas en France, comme l'industrie du luxe, plutôt celle qui va nous faire paraître, celle qui va assurer finalement une forte notoriété à la France, qui va attirer des touristes, etc. Mais sur le système lui-même de la mode, ce qu'il génère aujourd'hui en impact environnemental, social, on n'en entend jamais parler. Alors Catherine, est-ce que vous avez une réponse? Et puis dans le public, si vous avez une idée de savoir pourquoi finalement on écarte toujours la mode, que ce soit en sciences sociales, que ce soit dans les débats politiques ou autres. Hein. Catherine? Alors, il y a quand même des chercheurs qui travaillent sur parce Très qu'on peu. on dit que la mode est futile, mais pour moi, la mode, elle est avant tout politique, puisque justement, dans toute cette chaîne de valeur de la mode, il y a des agriculteurs qui cultivent du coton, en utilisant ou pas, s'il est bio, mais en utilisant beaucoup de pesticides. 25% des pesticides mondiaux sont dédiés à la culture du coton, avec les cancers qu'on connaît, les suicides qu'on connaît en Inde, le travail des femmes et des enfants forcés dans les champs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les filatures. Les filatures de coton en Inde, c'est des jeunes filles de 13 à 14 ans qui travaillent pendant 5 à 6 ans pour leur permettre ensuite de se marier, parce que cet argent qu'elles auront économisé pendant ces 5 à 6 ans leur donneront une dot qui leur permettra de se marier. Alors là, c'est la double peine. Hein. On travaille pour se marier, pour devenir esclave de son mari. Après, on a quoi? On a le tissage, on a les vêtements qui sont fabriqués dans des usines encore à un autre endroit dans le monde. Un jean, il fait 2 fois le tour de la planète avant d'arriver dans votre placard. Entre le champ de coton et le magasin où vous allez l'acheter, ou le site internet où vous allez l'acheter, il a déjà fait 2 fois le tour du monde. Et des jeans, tout le monde en porte. Donc oui, la mode, c'est politique. Et c'est politique parce que c'est aussi un des piliers du capitalisme depuis la première révolution industrielle. Qu'est-ce qui a lancé la révolution industrielle? C'est les filatures, c'est la culture du coton, c'est l'esclavage des populations d'Afrique qui ont été déplacées aux États-Unis. On n'en sort pas. Aujourd'hui, 3-4 siècles plus tard, on en est exactement au même point. Et tout ça, c'est une question, oui, politique, sociale. Et alors, c'est pas si futile que ça quand même, parce que c'est presque la moitié de l'humanité qui travaille dans la mode, si on cherche bien et si on calcule bien dans la mode, dans l'industrie textile. Hein. La mode, c'est pas seulement Chanel, Dior et Louis Vuitton, hein, malheureusement. Alors, ou heureusement. Alors du coup, on va essayer d'ouvrir sur quelque chose de positif. On vient d'avoir le dernier rapport du GIEC, le 3e volet de la série numéro 6. Alors, pour avoir des bonnes nouvelles, c'est un peu compliqué, mais le rapport du GIEC, il dit quoi? Que si la mode continue son rythme de croissance, à horizon 2050, elle représentera 26% des émissions de gaz à effet de serre. Bon, une fois qu'on a entendu ça, il y a les innovations, tous les progrès technologiques, la capture carbone, enfin, des tas de solutions qui se proposent à nous. Mais finalement, ça serait quoi les 2-3 recommandations, Catherine, pour justement faire un peu bouger cette industrie de la mode et qu'elle soit justement un outil de plaisir, évidemment d'émancipation et de liberté toujours, et qu'on puisse en conserver que les choses positives, la créativité, c'est cette chose qui nous fait vivre en fait. Alors là au niveau créativité, déjà on peut regarder autour de nous le travail de ce jeune homme qui est là ici, dont je ne connais pas le nom. Tu ne m'as pas dit ton nom tout à l'heure. Qui
travaille à partir de chambres à air de vélo. Donc c'est un travail comme du, enfin c'est macramé, c'est quoi? C'est du tissage. Alors en volume, hein, bien sûr, parce que quand on voit le boléro à gauche là, ce sont des modules que tu mets ensemble et que tu peux démanteler ensuite pour proposer un nouvel objet comme un sac par exemple. Donc ça c'est une très belle innovation. Alors c'est pas forcément facile à porter tous les jours pour aller au bureau ou au marché, mais on peut imaginer d'autres applications pour recycler les fameuses chambres à air de vélo qui sont très très polluantes quand elles sont usées. On travaille aujourd'hui, quand on parle de matière naturelle, on pense au lin. On pense au lin qui est une plante locale européenne hein, qui pousse entre Caen et Amsterdam pour 80% de sa culture mondiale. Mais on peut aussi penser aux algues. Les algues qui sont devenues vraiment un objet de recherche très très intense, aussi bien au niveau alimentaire comme source de protéines, mais aussi au niveau textile. Parce qu'avec les algues, on peut faire des nouveaux textiles qui peuvent ressembler au polyester par certains aspects, puisque de toute façon, elles sont fabriquées, enfin, le tissu est fabriqué de la même manière par extrusion, c'est-à-dire on prend une masse gélatineuse. Le polyester, c'est ça, hein, c'est une masse gélatineuse qui passe dans des machines, alors très sophistiquées bien sûr, mais un peu comme à travers d'une passoire, hein, en créant des fils. Et avec les algues, on fait la même chose. Alors bien sûr, c'est complètement naturel, biodégradable. Ça a même des facultés de soins pour certaines maladies de peau, parce que il y a des maladies de peau hein, qui sont dues au textile qu'on porte. Alors ça, c'est pour toutes les innovations textiles, mais on a aussi des innovations sociales. Tout ce qui est revente en seconde main, donner une deuxième vie, une troisième vie à ces vêtements. On peut très très bien organiser des trocs entre amis. Des trocs, donc des échanges de vêtements, puisque on ne porte que 30% de son vestiaire, donc on a les 2 tiers qui restent à dormir dans le placard. Ben, il suffit d'organiser un week-end entre amis et de s'échanger ce qui pour nous n'est plus qu'un rebut, peut être une pépite pour le voisin. Alors après, il y a plein d'autres choses. Simplement réapprendre à réparer ses vêtements. Parce que souvent, pourquoi on ne porte pas ses vêtements? Parce qu'ils sont juste déchirés à un endroit, un trou de mythe, il manque un bouton, l'ourlet est défait. Donc on le sort le matin, puis on se dit, ah bah non, je peux pas, je vais mettre ça. Et hop, le pantalon va rester sur le cintre, alors qu'il suffirait de prendre un fil et une aiguille et de faire un point avant de façon très simple. Hein, pas la peine de connaître tous les points de réparation très sophistiqués. Réparer un trou de mythe, ça peut être très créatif avec un peu de goût, un peu de créativité. Donc voilà, il y a plein de choses. Hein. On peut transformer ses vêtements aussi. Bon, ça, transformer un jean en short, je pense qu'on a tous, Ça, tout le monde sait le on faire. a tous fait. Oui, mais alors attention parce que faut pas couper droit, sinon c'est moche. Ah ouais, non. Faut couper un peu en Puis biais. éventuellement qu'il y ait Enfin, il y des a fils. quand même des petites techniques. C'est très technique le vêtement. Alors on a l'impression comme ça que c'est facile. On va chez Zara, on prend 3 pièces et non, non, non. Il y a beaucoup de technicité, même dans les vêtements de fast fashion. Enfin, voilà, des idées. Après, c'est open bar. Hein, il n'y a pas de limite. Bah, des idées, il y en a plein dans cet ouvrage. Évidemment, il y a d'autres ouvrages hein, sur la mode, mais celui-ci a l'avantage qu'effectivement, il est extrêmement ludique, facile. Alors, évidemment, on fait passer gentiment des informations un peu difficiles. Ouais, Mais en non, même temps, on n'est pas obligé de les dire de manière extrêmement stressante. Une des raisons pour lesquelles aujourd'hui la classe écologique elle a du mal à exister, c'est parce qu'en fait le discours qu'on sert, il n'est pas très fun. Donc l'idée c'est effectivement de jouer sur la créativité. Je vous prends à témoin de ça parce que c'est vrai que la mode elle a encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à prouver et puis montrer comme elle est résiliente et comme finalement on n'est peut-être pas obligé de bousiller la planète
pour continuer de porter ces vêtements et entretenir ce lien social qui est absolument nécessaire et qui passe également par l'apparence. L'apparence, c'est pas que futilité, il y a aussi des messages très forts qui, enfin, la lecture de l'autre, on la connaît, j'invente rien là ce soir avec ça. En tout cas, un petit rappel sur tous les méfaits de la mode pour justement améliorer la mode. Parce que savoir, c'est pouvoir. Oui, c'est une très chouette collection, la collection Fake or Not. C'est le 3e ouvrage qui paraît. Les 2 premiers, c'était La décroissance. Le 2e, c'était Manger demain, sur l'autonomie alimentaire. Celui-là, il est un peu sur l'autonomie vestimentaire. Et il est sorti en même temps qu'Énergie. Donc, je vous conseille ces 4 ouvrages. Alors, le mien, ben, si vous voulez. Mais en tout cas, Décroissance, Manger demain et Énergie sont formidables. Ils répondent à toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui et qui sont importantes pour notre avenir. Et voilà, le mien, modestement, fait partie de cette collection. Une réflexion en plus. Merci en tout cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah, il y a une question. Yes. Bonsoir. Alors d'abord, merci pour tout ce que vous avez dit. Je suis arrivé en cours, mais c'était super. Je voulais vous poser une question. En fait, nous, on est l'atelier Coco et Rico. Et on lance en ce moment le premier t-shirt 100% fabriqué en France, 100% coton biologique, made in Europe. Enfin, en tout cas, la matière première vient d'Europe parce que la teinture et le tricotage est français. Et le coton, il vient d'où? Et le coton, il vient d'Europe, entre la Grèce, la Turquie, exactement. Et je voulais avoir votre avis sur le prix, parce qu'on arrive à 9,99 €. Et je voulais savoir si... Pas en prix boutique. Pardon? Pas en prix boutique. En prix pré-vente sur Ulule. On est sur une pré-vente en ce moment même. En prix boutique, je pense qu'on sera à 12,99 €. C'est à peu près le prix que Célio ou les autres marques font sur des basiques de ce style-là. Et je voulais savoir, alors, quel est votre avis, puisqu'on parle beaucoup de recyclage, de seconde main, etc., mais sur une production, mais qui reste, disons, locale, gérée avec un blockchain où on sait exactement quelles sont les sociétés qui travaillent dessus, etc., qu'il n'y ait pas exactement, comme vous le disiez, de l'esclavage, puisque ça existe encore, et c'est un mot qu'on a du mal à dire, mais qui est totalement encore existant. Et voilà, je voulais juste avoir votre avis. Parce que c'est... Mon avis sur quoi? Sur le prix sur Moi, la je suis démarche. très étonnée du prix auquel vous le sortez. Ça me semble... Effectivement. bravo, parce que si... On fait des marges hyper basses, déjà, pour commencer. Donc, c'est un projet qui est viable, mais qui n'est pas là pour faire des grosses marges comme font les marques qu'on connaît. Et on a des ateliers français qui ont fait des grosses quantités pendant la crise sanitaire, qui sont capables de le faire. Et on est capable de produire en grande quantité en France. Et même sur des moyennes petites quantités, on peut pratiquer ces prix-là si on est dans la durée. Ben bravo, parce qu'à ce prix-là, plus personne n'aura droit à le dire. Maintenant, la mode éthique, c'est cher. Et c'est exactement notre point. Bravo, vraiment. Est-ce que vous validez? En fait, moi, c'était juste de savoir, est-ce que quelqu'un comme vous qui a tellement de recul valide une on ne peut que valider. On ne peut que valider. Moi, le seul truc, c'est effectivement au niveau des marges. Il faut bien que les gens vivent de ce produit et sur toute la chaîne, parce que la chaîne est longue. Bien sûr. Donc, si vous y trouvez votre compte, si tout le monde est justement rémunéré, parce que c'est ça notre combat. Exactement. Si tout le monde est justement rémunéré, qu'on arrive à sortir un coton bio à 9,50 €, made in... Oui, enfin 12 €. Disons 13, oui. Disons 13, disons même 15, parce Allez. que c'est pas le prix, en fait. C'est pas le prix auquel on est habitué pour un produit de qualité. Un t-shirt un vrai t-shirt de qualité, ça serait plutôt entre 25 et 30 €. Je parle pas des marques avec du marketing en tranche napolitaine. Je parle des marques éthiques qui font bien leur travail. Non, c'est génial. Et là, il n'y a plus il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus d'objection. Ah non, la mode éthique, c'est trop cher. Bah non, la mode éthique, c'est pas trop cher. À moitié de ce qui est proposé chez les marques responsables. C'est ça, ouais, on est en dessous de la moitié, ouais. Alors, sous réserve de qualité, etc., retour conso, faut les lancer tout de suite. Ils sont sur Ulule. Ils sont sur Ulule en ce moment, effectivement. Écoutez, avec plaisir. On va aller voir ça. Avec grand plaisir, c'est une bonne nouvelle. Merci. C'est tout nouveau. On a mis plus d'1 an à arriver à ça. On est sorti de la crise sanitaire et on a fabriqué des masques pour la France entière. C'est ça qui nous a permis d'avoir le réseau.
Et de là, tous nos partenaires ont suivi le jeu en disant on veut atteindre ce prix-là pour prouver que on peut le faire. Vraiment, On en peut le France, on peut le faire, faire ouais. et que tout le monde touche sa pièce, hein, clairement. On peut le faire à condition que ça reste viable et longtemps. C'est Et, ça. et pas que ce soit un coup comme ça pour démontrer quelque chose qui ne serait pas viable sur le long terme. Mais Cocorico, on vous fait confiance. On vous connaît bien. Coco et Rico, Et attention, c'est Coco pas et Rico. Cocorico. Hein. Non, mais Coco et Rico, oui, pardon, je parle trop vite. Mais oui, bravo pour tout votre travail depuis quelques années d'ailleurs, au D'accord. passage. Ben, merci beaucoup. Et c'était juste le fait que vous validiez. Je me sens honoré Bah, et je peux repartir on ne tranquille. peut que. Ne vous sentez pas honoré, nous, on n'est rien. On théorise beaucoup. Mais non, vous faites un super travail. Ok, merci. En plus, vous êtes 100% vegan. Exactement, ouais. On travaille sur aucune matière de provenance animale depuis 5 ans. Alors ça, moi, je suis pas totalement. Ouais, bon après, il y a des... Non, parce que les matières animales, il y a des belles matières animales quand même. La laine, par exemple. C'est sûr, quand c'est fait d'une bonne façon, mais après c'est l'exploitation, comment elle est faite, etc. On est Quand d'accord. ça reste un échange, je pense que ça Il peut le faut faire. garder toute mesure. D'accord. Bah, merci de m'avoir donné la parole et voilà. Bah, merci Et bravo encore. Ouais. pour votre. Merci beaucoup. D'autres questions? D'autres bonnes nouvelles peut-être dans le public? Catherine, c'est l'heure, il faut rendre l'antenne. Merci D'accord. beaucoup. Eh bien, bonsoir, merci.